les élections ne sont absolument pas le grand moment démocratique, mais c'est le moment par lequel la population se dessaisit de son pouvoir pour confier le pouvoir à d'autres qui la gouvernent d'en haut. Pour Lippmann, il n'y a pas de peuple, il n'y a qu'une population qui est une masse retardataire, archaïque, affectée de ce qu'on appellerait aujourd'hui toute une série de biais qui lui viennent de son évolution préhistorique. Il faut que des gouvernants, avec des experts en ingénierie sociale, transforment cette masse en une population d'individus compétitifs adaptables à la mondialisation. C'est une vision extrêmement verticale, voire autoritaire du pouvoir, puisqu'il faut fabriquer à l'échelle industrielle le consentement de ces masses, et si on n'y arrive pas, il faut extorquer ce consentement. Le nudging, qu'est-ce que ça veut dire les nudges en anglais? C'est des petits coups de pouce insensibles pour conduire les populations et les individus qui la composent dans la bonne direction. Exemple de nudge, l'auto-attestation de sortie. L'Institut de sondage BVA a fabriqué une unité nudge et a vendu ses services à l'Élysée, qui a donc considéré qu'on pouvait piloter comme ça la population par du nudging. Et ce qui apparaît de plus en plus clairement aujourd'hui, et c'est pour ça que l'époque est très intéressante, c'est que les régimes électifs apparaissent de moins en moins comme des démocraties. Là, les gens sont de plus en plus prêts à voir la différence, et de plus en plus comme des plutocraties, c'est-à-dire des régimes dans lesquels les plus riches gouvernent pour les plus riches. Barbara Stiegler, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Avant de commencer, j'encourage rapidement les auditeurs à s'inscrire à notre newsletter gratuite. C'est un bon moyen de nous suivre, d'être tenus informés de nos actualités et de bénéficier de contenus exclusifs. Le lien est dans la description. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, Barbara Stiegler, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Oui, je suis professeure de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne. Voilà, j'ai par ailleurs beaucoup de contributions sur la question des libéralismes anciens et classiques et néolibéralisme. Et puis, je travaille de plus en plus sur la question de la démocratie, qui me semble une voie alternative au néolibéralisme. On aura l'occasion d'en parler, je pense. Et votre carrière philosophique a évolué. Vous êtes passé de l'idéalisme allemand, en tout cas de l'histoire de la philosophie allemande, je crois, à la science politique ou à la philosophie politique. Comment s'est fait cette transition ? Je me suis spécialisée au départ en histoire de la philosophie, parce qu'au moment où je commençais mes études de philosophie, j'aurais voulu faire de la politique, de la philosophie politique, mais le champ académique sur le domaine politique était assez déceptif. On avait beaucoup de choses on était dans l'époque de la mondialisation heureuse, c'est-à-dire plus exactement dans l'époque de la croyance en une mondialisation heureuse, et on avait beaucoup de choses sur le libéralisme triomphant, un vrai recul sur les questions de critique du capitalisme, et donc ce champ était un peu un repoussoir pour moi. Donc, en attendant des jours meilleurs, je me suis repliée sur l'histoire de la philosophie, avec notamment le philosophe Nietzsche et toutes ses sources allemandes, Schopenhauer, Kant, etc. Et puis, voilà, j'ai élaboré un travail sur cet auteur et sur ses sources, jusqu'à ce que, en 2008, la question politique s'impose à moi à la faveur du blocage de l'université dans laquelle je travaillais. On était à l'époque sous le gouvernement de Sarkozy, qui était extrêmement violent et qui détruisait, on dirait aujourd'hui à la tronçonneuse, tous les grands services publics, l'école, l'hôpital, la recherche, la justice. Et donc, il a réussi à mettre dans la rue des milliers d'agents publics. Et quand je me suis mobilisée, très très vite, j'ai basculé dans des questions théoriques, politiques, et notamment la question de savoir ce qu'était le néolibéralisme dont tout le monde parlait, et d'une manière assez confuse. Donc, à partir de là, j'ai engagé une reconversion thématique vers la philosophie politique à partir de 2008. Alors, néolibéralisme, justement, parlons-en, c'est un terme qui est
aujourd'hui beaucoup utilisé, mais j'ai l'impression que sa définition est relativement floue quand même pour beaucoup. Est-ce qu'on pourrait essayer de le définir, de le circonscrire un peu, aussi d'où il vient peut-être, et qu'est-ce que c'est exactement? Oui, comme vous dites, pour le définir, il faut se demander d'où il vient. Alors, très souvent, on a une conception un peu simpliste du néolibéralisme qu'on confond avec l'ultralibéralisme de gens comme Margaret Thatcher, aujourd'hui Javier Milei en Argentine, c'est-à-dire la destruction de l'État, ou plus exactement, la réduction de l'État à ses simples fonctions régaliennes que sont la douane, la police, la justice et pour le reste, le tout marché, donc ce qu'on appelle le retrait de l'État et l'État minimal. En fait, le néolibéralisme, c'est pas ça du tout, mais alors vraiment pas du tout, c'est même un peu l'inverse, puisqu'il se théorise dans les années 30 sur la base d'une faillite qui est le constat par les libéraux les plus subtils de l'époque que le marché ne marche pas tout seul. Ce qui était la théorie libérale classique. Voilà, ancienne. la théorie libérale classique du laisser-faire, laissons faire les interactions commerciales, sociales, spontanées, les échanges d'idées dans la société, et tout ira pour le mieux, une harmonie s'en dégagera. Cette théorie du laisser-faire, elle entre en crise à la fin du 19e siècle, avec la constitution d'un big business qui est dysfonctionnel. Oui, avec les différentes crises. Les crises du capitalisme de la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et évidemment la crise apocalyptique de 1929, où vraiment le système libéral s'effondre. Et donc les libéraux les plus honnêtes, les plus subtils, se rendent compte qu'il y a quand même quelque chose de pourri au royaume du libéralisme triomphant, et se disent qu'il faut absolument changer de braquet et refonder le libéralisme sur de nouvelles bases. Et l'idée, ça va être que le libéralisme a cru dans sa naïveté que le marché était une donnée de nature, alors qu'en réalité, c'est une construction, ça ne peut être qu'une construction artificielle organisée par un État fort. Et donc, ils vont théoriser l'idée que l'État doit construire l'ordre du marché, l'ordolibéralisme, comme diront les Allemands. Et donc ça, c'est synonyme en fait, ordolibéralisme et néolibéralisme. L'ordolibéralisme, c'est la déclinaison allemande du néolibéralisme. Donc il va falloir instituer le marché artificiellement par les artifices de l'État, qui seront très nombreux. Ce sera évidemment toutes les politiques publiques qui vont avoir pour rôle de fabriquer les agents de l'État, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'aller sur le marché et de soutenir la compétition économique. Donc il faut édifier les agents de l'État par des politiques publiques très invasives, très volontaristes. Et puis on a un outil qui est le droit, qui va complètement changer de sens, qui va devenir l'ensemble des règles du jeu pour instaurer un marché compétitif mondialisé. Donc toutes les normes qui sont prises au niveau des structures institutionnelles. C'est ça. Donc par le droit et par les politiques publiques, l'État va complètement muter dans ses fonctions et il va devenir le serviteur du marché. Mais ça passe pas du tout par un retrait de l'État. Ça passe au contraire par un retour de l'État qui va devenir très, très tatillon, très invasif et qui va s'occuper des membres de l'espèce humaine du berceau jusqu'à la tombe et qui va notamment s'occuper de tous ceux qui ne sont pas dans la compétition, par exemple les malades, les personnes vulnérables, les chômeurs. Il va falloir les remettre dans la course compétitive. Par tous les moyens, mais aussi les plus jeunes, les enfants, remettre tout le monde dans la course. Alors, par exemple, ça va transformer la politique de l'éducation. Éduquer ne visera plus à produire, par exemple, l'émancipation du citoyen. Éduquer, ça devient la mission de produire une masse adaptable à un marché mondialisé. Donc, à produire de ce que les textes néolibéraux sur l'éducation appellent de l'employabilité. Donc on voit bien comment
et théoriser ce nouvel État, un État disproportionné. Hein. Ça ressemble un peu au soviétisme d'ailleurs, ou en tout cas aux théories de l'État fort des communistes. Ça a en commun avec les politiques collectivistes un État fort. Mais le but n'est pas du tout le même. Et cette théorisation de l'État fort, elle s'édifie dans les années 30. Elle se cristallise autour du colloque Lippmann de 1938 à Paris, où tous les libéraux Walter Lippmann, tous les libéraux du monde entier se donnent rendez-vous pour célébrer le théoricien Walter Lippmann qui a parfaitement expliqué tout ceci. Et elles vont arriver au pouvoir plus tard, dans les années 70, 80, 90, notamment au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau de la prétendue gauche américaine, c'est-à-dire les démocrates qui sont qui souscrivent foncièrement à cette théorie de l'État néolibéral. Donc voilà, une hégémonie culturelle va s'installer, une prise de pouvoir également sur ces décennies jusqu'à aujourd'hui. Et quel rapport avec le keynésianisme, puisque c'est quand même, la théorie économique qui était dominante, il me semble, en tout cas jusque dans les années 70, 80. Oui, alors ce qui est commun avec le keynésianisme, c'est l'idée d'une intervention permanente de l'État. Mais chez Keynes, la planification n'a pas pour but d'instaurer un marché mondialisé. Elle reste prise dans des velléités progressistes, voire d'émancipation, mais certainement pas pour mettre au pas les populations et les adapter à la mondialisation du marché. Et vous disiez qu'il y avait des différences avec le collectivisme de type peut-être soviétique notamment. Et quelles sont-elles alors ? Alors justement, il ne s'agit pas de collectivisme dans la conception néolibérale, puisqu'il s'agit au contraire non pas de créer des collectifs productifs, mais au contraire de mettre en compétition tous les individus les uns contre les autres. Donc on est aux antipodes du projet collectiviste. Le point commun avec le collectivisme et le keynésianisme, c'est le grand retour de l'État et d'un État fort. Mais chez les collectivistes ou chez Keynes, ça sera au service de collectifs autonomes et émancipés, alors que ici, il s'agit de mettre en compétition tous les individus les uns contre les autres. On le voit par exemple dans les systèmes éducatifs, où l'enjeu, c'est la mise en compétition des élèves les uns avec des notes, contre les autres, avec des évaluations permanentes et avec un cadre malthusien, avec l'idée que la ressource éducative est une ressource rare et qu'il faut que tous se battent pour accéder à cette ressource. Donc un malthusianisme qui permet d'instaurer une compétition économique, en fait, de tous les agents. Et avec une dimension mondialisée, justement, dans le cadre du néolibéralisme, qui est peut-être moins le cas du keynésianisme ou Oui. Alors, la mondialisation, c'est fondamental. C'est le diagnostic de Walter Lippmann, c'est que l'espèce humaine s'est adaptée à des communautés fermées et stables. Le cerveau humain, les affects humains, le système nerveux de l'espèce humaine ne peut supporter que des communautés fermées, closes sur elles-mêmes, autonomes et stables. Oui, d'une centaine de personnes, quelque chose comme ça. Voilà, et ça peut aller à la limite jusqu'à la cité-État grecque. Mais ensuite, sa grande thèse, c'est que l'espèce humaine a produit une direction de l'évolution qui est la fin des clôtures et la liquidation de toutes ces formes de stase, avec une accélération des rythmes et la création d'un espace ouvert, celui du marché mondialisé. Or, l'espèce humaine, ce faisant, en mondialisant le marché, en mondialisant son évolution, se retrouve inapte par rapport au milieu qu'elle a créé. Elle a créé un nouveau milieu qui, pour Walter Lippmann, est la seule véritable révolution qui compte, qu'il appelle la révolution industrielle. Elle a créé un nouveau milieu, celui de la compétition mondialisée, auquel elle n'est absolument pas adaptée d'un point de vue cognitif, d'un point de vue émotionnel, du point de vue de ses capacités de penser. Et donc, il faut absolument reprendre la main sur cette espèce humaine pour la
rendre adaptable à une compétition mondialisée. Et c'est pour ça qu'il faut des politiques publiques très ambitieuses, très invasives, notamment l'éducation, la santé, etc., pour créer cette espèce humaine adaptable. Mais aussi ce qu'il appelait, je crois, la fabrication du consentement, c'est-à-dire un certain investissement, en tout cas, ou une certaine manipulation de tout ce qui peut être la sphère culturelle, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça, puisqu'il diagnostique un retard culturel de l'espèce humaine sur son nouveau milieu. Alors, il faut des politiques culturelles très fortes, très puissantes pour instiller cette adaptabilité. Et ça passe par la mobilisation générale de tous les moyens culturels dont on dispose à l'époque, à savoir le cinéma, les arts, évidemment les médias, les journaux, la radio. Il faut une réquisition générale de tous ces moyens culturels pour produire ce qu'il appelle the manufacture of consent, la manufacture du consentement à la mondialisation. Donc des sociétés en retard, retardataires, archaïques, qu'il faut, par ces politiques publiques et par ces politiques culturelles, rendre adaptables. Donc tout va passer par une nouvelle manière de procéder au montage, une accélération des rythmes, une réquisition des moyens médiatiques pour produire cette adaptabilité. Et c'est comme ça que naissent notamment les médias dominants, qu'on appelle mainstream, qui sont au service de cet agenda. Et bien souvent, à l'insu des comédiens ou des acteurs ou des musiciens, j'imagine, qui, d'une certaine manière, s'insèrent eux-mêmes inconsciemment un peu dans ce Bien sûr, les créateurs de contenus culturels et médiatiques ne sont absolument pas conscients de ce qu'ils font. Ils sont réquisitionnés par cet agenda, mais sans en être informés, sans qu'on ait recueilli préalablement leur consentement. Mais ça passe par les financements justement de la production justement. C'est des flux d'argent qui sont réorientés dans certains types de production. Oui, c'est ça. Et puis la prise de pouvoir par l'hégémonie culturelle néolibérale sur ces industries, parce que ce sont des industries culturelles. Hollywood notamment. Ouais. Voilà. Mais c'est cette réquisition des industries culturelles sans le consentement des agents, on la voit aussi dans la réquisition des politiques publiques sans le consentement des agents, qui signent un contrat pour soigner, pour éduquer, et qui se retrouvent à faire finalement tout à fait autre chose que ce pourquoi ils avaient signé, ce qui crée une énorme souffrance au travail chez les agents de la fonction publique. Est-ce que vous avez des exemples de productions culturelles un peu emblématiques de ce revirement ? Oui, par exemple, la radio et les journaux qui vont se transformer complètement au niveau du rythme. Un rythme effréné, extrêmement rapide, atomisé, dans lequel on ne peut pas construire finalement élaborer un sens émancipateur, mais dans lequel on doit sans cesse s'adapter à une série de chocs. Ça a été très bien analysé par l'école de Francfort. Je pense à des auteurs comme Benjamin, par exemple, Walter Benjamin, qui était proche de ces réflexions, mais plus évidemment Adorno, Horkheimer, qui ont très bien montré que ces industries culturelles conduisaient à un état de choc permanent et impliquaient une adaptabilité, une adaptation sans fin de l'auditoire. Et est-ce que c'est quelque chose qui se traduit encore aujourd'hui via les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, mais aussi, toutes les technologies numériques, est-ce que ça, c'est aussi la poursuite de cette même atomisation ? Oui, on peut dire que la télévision déjà a repris cet agenda et les réseaux sociaux en partie le reprennent, mais en partie seulement parce que les réseaux sociaux sont aussi des outils à la disposition de mouvements insurrectionnels ou de soulèvements contre l'agenda néolibéral. Je vais vous donner un seul exemple, le mouvement des Gilets jaunes, qui s'est emparé des réseaux sociaux pour faire tout autre chose, c'est-à-dire pour affirmer la souveraineté du peuple. C'est notamment le cas des liens très complexes entre les Gilets jaunes et le réseau social Facebook, qui a été vraiment un moyen de mobilisation populaire. Donc, ouais. c'est très différent des journaux
de la télévision et de la réquisition des arts qui peuvent subir une forme de centralisation, alors que les réseaux sociaux peuvent être mis au service d'insurrections parfaitement imprévisibles, y compris contre l'agenda néolibéral. Avec des tentatives effectivement de contrôle quand même de ces États, notamment de Meta, enfin de Facebook. On a vu les Twitter Files notamment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que face à ce risque, on va dire insurrectionnel, il y a évidemment de la part des grandes plateformes et du gouvernement par les algorithmes, la tentation de censurer, contrôler, etc. Pourquoi pas de manière complice avec les grands États. Ça me faisait penser l'atomisation, ça me faisait penser au livre de l'obsolescence de l'homme de Günther Anders. C'est ça, exactement. Donc c'est en fait un peu cette dynamique-là, c'est que l'homme étant adapté naturellement à quelque chose de différent, de plus restreint, il devient obsolète avec ces nouvelles. Absolument, c'est la thèse d'une obsolescence, mais aussi d'une inaptitude, du caractère en quelque sorte handicapé de l'espèce humaine, qu'il va falloir augmenter par des politiques de santé extrêmement ambitieuses, pourquoi pas eugénistes, transhumanistes, effectivement. Donc il y a des liens possibles entre le néolibéralisme et le transhumanisme. Vous direz que le transhumanisme, c'est un peu le stade final du néolibéralisme ? Alors, il a d'autres sources que le néolibéralisme. On peut voir des liens avec le libertarianisme, qui est différent. Donc, notamment au niveau de la Silicon Valley. Mais le néolibéralisme n'est pas la seule source possible, mais c'est une source possible de cette idée d'une augmentation illimitée des performances de l'espèce. Oui. Vous parlez du libertarianisme. Est-ce que c'est parce qu'il y a ce retour un peu du laisser-faire, de la dérégulation étatique. Est-ce que c'est une sorte de retour du libéralisme classique ou est-ce que c'est quand même... Oui, c'est un retour outré du libéralisme classique. Cherche à aller plus loin. Donc très différent du néolibéralisme, puisque ça passe pas par un État et des services publics très forts dont le sens aurait muté, mais ça passe par une destruction de l'État, un retrait de l'État. C'est l'image de la tronçonneuse. De Milei, oui. Voilà, de Milei en Argentine. Musk, ouais. Et de Musk, qui le reprend à Milei. C'est donc l'idée d'un retrait complet de l'État et de la destruction de ses politiques publiques. Il ne faut vraiment pas confondre le néolibéralisme et le libertarianisme. C'est vraiment deux déclinaisons du libéralisme très distinctes. Je vous interromps un instant, car nous avons besoin de vous pour continuer à faire vivre Antithèse. Vous le constatez chaque jour, le paysage médiatique se fragmente, se polarise et s'éloigne du réel. Il est de plus en plus soumis à des logiques marchandes ou idéologiques. Nous avons choisi une autre voie, construire un média apartisan, rigoureux et fidèle aux faits. Mais cela n'est possible qu'avec votre soutien. En vous abonnant à notre formule payante, vous devenez acteur de cette ambition et accédez à une communauté de personnes soucieuses de soutenir le développement d'une information de qualité. Allez jeter un œil à notre site, le lien est en description. Votre contribution fait réellement la différence. Merci donc, et maintenant je vous laisse avec Barbara Stigler. Mais donc on peut imaginer que le libertarianisme poussait plus loin la déstructuration des sociétés et que donc ça va créer une sorte de possibilité de changement d'une manière ou d'une autre. Comme le néolibéralisme a pris la place des libéraux suite à un constat d'échec. Donc le libertarianisme, oui, votre question c'est... Donc ça pourrait effectivement susciter, justement par sa déstructuration, quelque chose de nouveau, en fait, potentiellement... Dont on ne peut rien prévoir. Je me garde toujours de prévoir, de prédire l'avenir. Mais en tout cas, ça s'inscrit dans un déclin du néolibéralisme. Parce que si j'ai beaucoup parlé jusqu'à présent de son hégémonie culturelle, il est temps de dire aussi que cette hégémonie culturelle, elle est en crise et que il y a de plus en plus de mouvements, parfois progressistes, parfois pas du tout progressistes, qui contestent le néolibéralisme. Depuis 2008, notamment, il est en crise, hein, c'est ça? Depuis la crise financière? Depuis 2008, très clairement, mais on peut trouver des dates antérieures. Par exemple, en France, une date fondatrice, c'est la date de 2005, date à laquelle les Français ont été invités à réfléchir au traité constitutionnel, un projet de traité constitutionnel européen, qu'on appelle le TCE. Ce traité constitutionnel européen, il est vraiment très important dans l'histoire du néolibéralisme, puisqu'il visait à constitutionnaliser et donc à inscrire dans le marbre irréversible de la Constitution européenne les grands principes du néolibéralisme,
en particulier d'une compétition libre et non faussée à tous les niveaux. Et les citoyens français ont pris la proposition référendaire sur ce vote, sur ce texte très au sérieux, et se sont mis à s'assembler de manière totalement imprévisible, imprédictible. Ils se sont mis à s'assembler dans tout le pays pendant des semaines pour s'emparer de ce texte, pour le lire, pour l'interpréter, pour en faire une lecture critique, pour réfléchir sur la Constitution, sur la constituante. Et donc, il y a eu un très grand moment démocratique dans le pays que aucun expert et aucun éditorialiste n'avait prévu. Et à l'issue de cette longue délibération très démocratique, puisque le peuple s'assemblait pour délibérer, c'est le non qu'il a emporté très largement avec 55% des voix, ce qui a complètement pris de court les élites dirigeantes. Et à partir de là, une trahison a commencé à s'installer entre le peuple délibérant et ces élites au pouvoir ou ces éditocrates dans les médias dominants. D'abord, les Français ont été insultés par rapport à leur vote, on les a traités de populistes, d'archaïques, voilà, donc tout le discours du néolibéralisme sur une espèce humaine archaïque ou sur une France archaïque qui ne serait pas à la hauteur de l'adaptation à la mondialisation. Donc on a eu d'abord tout ce mépris qui s'est déversé. Et puis je pense notamment à un éditorial de Serge July dans Libération qui a vraiment insulté le peuple français. Et puis ensuite on a trahi le non au référendum en faisant passer par les traités ce qui avait été refusé par les urnes. Et à partir de là, une vraie cassure s'est instaurée. Le discours sur le populisme s'est imposé, donc l'idée que le peuple est dangereux et que ceux qui défendent le peuple sont des populistes. Et ensuite, précisément, l'hégémonie du néolibéralisme n'a fait qu'entrer de plus en plus en crise avec 2005, avec 2008, la crise financière, mais aussi encore un peu avant, avec les années 2000, avec notamment le film de Al Gore, qui a eu un énorme impact, puisqu'il montre que la mondialisation néolibérale des flux de marchandises notamment est insoutenable sur le plan écologique. Et donc, il y a une contradiction entre l'agenda néolibéral et la nécessité de lutter contre la crise écologique en rappelant les limites finies de nos écosystèmes et des ressources naturelles. Donc cette mondialisation heureuse et illimitée s'est fracassée sur la prise de conscience écologique mondiale. Et donc l'agenda paraît de moins en moins légitime. Donc au tournant des années 2000, ensuite 2005, ensuite 2008. Donc c'est à partir des années 2000 que vraiment le néolibéralisme commence à être contesté de toutes parts. Et vous disiez inscrire dans les traités européens l'idée de la compétition libre et non faussée. Quand on voit le rôle de l'État et de comment certains pouvoirs ou certains intérêts de lobby notamment peuvent influencer l'État, est-ce que c'est pas un terme un peu mensonger? Compétition libre et non faussée. Oui, en réalité, il faut voir que le néolibéralisme a tout un discours sur l'égalité, qu'il appelle l'égalité des chances, l'égalité des opportunités en anglais, de Equality of Opportunities. Alors, qu'est-ce que c'est que ce discours sur l'égalité? C'est une des grandes forces du néolibéralisme, d'avoir un discours sur le sens de l'histoire, l'avenir de l'espèce humaine, mais aussi l'égalité. La thèse des néolibéraux, c'est que si on laisse le capitalisme à lui-même, il crée d'immenses monopoles, des héritages absolument dispendieux. C'est les Rockefeller au début du XXe. Voilà, donc tout se fige, la compétition se fige, et on a des rentes qui se créent, des monopoles qui se créent, des énormes héritages qui s'accumulent et qui viennent fausser la compétition. Donc il faut absolument remettre à égalité tout le monde sur la ligne de départ en luttant notamment contre les héritages. Voilà, c'est la thèse néolibérale. Et ça, c'est néolibéral. Oui, ça, c'est vraiment la thèse néolibérale. Mais ce qu'ils veulent obtenir, c'est une inégalité
légitime. C'est-à-dire que si tout le monde a été mis à égalité sur la ligne de départ, s'il y a eu des arbitres pour éviter qu'il y ait du dopage, pour prendre la métaphore sportive, pour éviter qu'il y ait de la triche, alors, à la fin de la course, les inégalités seront légitimes. Donc c'est un discours sur l'égalité qui vise à légitimer les inégalités. Mais ça, dans la réalité, il semble que il n'y a pas eu de remise à niveau sur la ligne de départ, il semble. De toute façon, les Rockefeller sont toujours milliardaires. Enfin, les grands pouvoirs de... Parce qu'il faut bien avoir en tête que le néolibéralisme qu'on a sous les yeux n'est jamais à l'état pur. Forcément. Il continue à composer avec certaine forme de laisser-faire, avec le libéralisme classique qui, lui, ne veut absolument pas d'intervention de l'État, et puis avec une plutocratie, c'est-à-dire un régime des plus riches pour les plus riches, qui apparaît de plus en plus clairement comme étant au sommet de l'État. Donc on aurait tort de croire pouvoir saisir un néolibéralisme à l'état pur. Il y a une dose de néolibéralisme qui compose avec des formes plus classiquement prédatrices de capitalisme d'État. Oui, parce que par exemple Bernard Arnault, la fortune de Bernard Arnault, LVMH, est quand même venue au départ de cadeaux de l'État ou de privilèges octroyés pour racheter certaines entreprises. Tout à fait. Et ça, ce n'est pas du tout la doctrine néolibérale. La doctrine néolibérale, c'est s'attaquer à tous les individus, y compris les chômeurs, y compris les malades, y compris ceux qui sont dans des zones urbaines défavorisées, y compris ceux qui sont dans des zones rurales reculées, pour insérer tout le monde dans la compétition mondiale, dans la course compétitive, libre, non faussée, avec des arbitres, pour dégager, in fine, des inégalités légitimes parce qu'elles ont été conquises par une course équitable. Mais ça, c'est une idéologie, parce qu'on voit bien que c'est dans la réalité, il n'y a pas de... C'est ça. Et donc, ça pose la question, alors vous êtes aussi beaucoup intéressé, après votre livre donc, sur Lippmann et l'histoire du néolibéralisme, vous êtes beaucoup intéressé à la démocratie plus récemment. Alors, la mise en place d'une véritable démocratie est-elle possible? Parce que je pense que c'est un des constats que vous tirez notamment, c'est que nous ne vivons pas dans des démocraties, contrairement à ce qu'on dit. Donc, est-ce que finalement c'est quelque chose quand même qui est aussi réalisable ou c'est juste une idée qu'on vend à la masse, quoi, d'une certaine manière, pour justifier d'autres systèmes? Alors oui, je vais vous répondre. Avant de vous répondre, je vais vous expliquer comment j'ai pu basculer du néolibéralisme à la démocratie. En travaillant sur le nouveau libéralisme de Walter Lippmann, donc étatiste, avec toutes ses politiques publiques, etc., j'ai découvert qu'il avait croisé sur sa route un philosophe américain très important, John Dewey, qui lui a opposé toute une série de choses, et notamment qui lui a opposé l'idée démocratique. Donc, pour Lippmann, il n'y a pas de peuple. Il n'y a qu'une population qui est une masse retardataire, archaïque, affectée de ce qu'on appelle aujourd'hui toute une série de biais qui lui viennent de son évolution préhistorique. Et donc, il faut que des gouvernants qui, eux, voient la fin de l'histoire, qui est la mondialisation du marché, il faut que des gouvernants, avec des experts en ingénierie sociale, transforment cette masse en une population d'individus compétitifs adaptables à la mondialisation. Donc, comme vous le voyez, c'est une vision extrêmement verticale, voire autoritaire du pouvoir, puisqu'il faut fabriquer à l'échelle industrielle le consentement de ces masses, et si on n'y arrive pas, il faut extorquer ce consentement. Pour Dewey, Lippmann ne comprend pas que nous sommes dans des sociétés qui aspirent à de plus en plus de démocratie. C'est-à-dire, il va opposer à cette idée de masse amorphe et malléable, il va opposer la thèse selon laquelle les populations sont faites d'une multiplicité de publics qui se lèvent spontanément en identifiant des problèmes communs et en cherchant de manière active à résoudre leurs problèmes par des expérimentations populaires, quoi, ouais. Voilà, qui se jouent
sur un mode expérimental, sur le mode du laboratoire. Et là, on retrouve les experts, mais les experts sont cette fois au service des publics qui mènent leurs expérimentations. Et ils sont plus du tout dans la situation de produire une ingénierie sociale pour mener la population dans la bonne direction. Donc c'est comme ça que j'ai pu mettre en scène dans mon livre « Il faut s'adapter » un conflit entre le néolibéralisme, qui est au fond extrêmement autoritaire, et ce qu'on doit lui opposer, à savoir l'hypothèse démocratique. Et le problème, c'est que dès qu'on parle de démocratie, on est parasité par ce qu'on entend de manière habituelle par le mot de démocratie. On a tous cette expression à la bouche, hein, notre démocratie se porte mal, nos démocraties sont fragilisées. Les démocraties occidentales. Ouais. Voilà, la démocratie occidentale. Voilà, ces expressions saturent notre vocabulaire, notre manière de nous exprimer. Et en fait, elles sont trompeuses parce qu'elles nous font croire que les régimes dans lesquels nous sommes, en France, aux États-Unis, sont des démocraties. Et pour vous, ça n'est pas le cas, donc. Et pour moi, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que je suis très attentif à l'histoire de nos régimes. Ces régimes, on va les appeler, je propose qu'on les appelle des régimes électifs. Ce sont des régimes dans lesquels le peuple ne gouverne pas. Il est dirigé par des élus. Et ces élus dirigent le peuple parce qu'ils sont réputés être compétents quand le peuple n'est pas compétent. Ils sont réputés être sages et honnêtes quand le peuple, lui, est replié sur ses intérêts égoïstes particuliers. Et ils seraient, ces élus, choisis par la population parce qu'ils auraient un sens exceptionnel de l'intérêt général. Donc, tout le régime électif est fondé sur l'idée qu'il y a une différence entre la population, qui est incompétente, qui est repliée sur ses intérêts privés, et une petite élite qui s'accepte du peuple, qui est au-dessus du peuple, qui est élue par lui, parce qu'elle a toute une série de qualités exceptionnelles qui lui permettent de s'accepter du peuple, justement. Alors ça vient de quelque part, ça ne vient pas de nulle part, ça vient, ce régime électif, de la théorisation aux États-Unis et en France de ce que les théoriciens ont appelé le gouvernement représentatif, fondé sur, j'insiste, l'incompétence du peuple. Les théoriciens du gouvernement représentatif, on en a aux États-Unis et on en a en France notamment. Donc c'est au moment de la Révolution américaine. Ça se situe au moment de la Révolution américaine et de la Révolution française. Pourquoi ? Parce que précisément ces deux révolutions incarnent la tentation démocratique. Il y a l'aspiration à réactiver le modèle athénien d'une démocratie. Le mot revient en force aux États-Unis et en France dans les années 1770-1780. Et certains aspirent à une démocratie pure. Je vais vous donner comme exemple en France les sans-culottes. Et donc, tout un effort va être fait pour conjurer ce risque démocratique, puisqu'on voit effectivement en France un peuple qui se lève et qui prend en main son destin. Au tout début de la Révolution, effectivement. Voilà, ouais. Pendant les 4 premières années de la Révolution, le peuple se lève pour prendre en main son destin et devenir l'acteur de son destin, ce qui est complètement nouveau dans l'histoire, où jusque-là on avait une série de sujets du roi, mais qui n'étaient pas acteurs et actifs de son destin historique. Là, c'est cette expérience d'un peuple qui se lève et d'un peuple acteur, qui devient l'acteur sur la scène, le héros du spectacle. C'est une expérience qui saisit tous ces libéraux qui sont extrêmement inquiets et qui vont imposer la thèse inverse selon laquelle le peuple n'est pas capable de se gouverner et il en a même pas envie puisqu'il est fermé, il est refermé sur ses petits intérêts personnels. Puis il y a l'idée qu'il y a cette espèce de masse informe, prise de passion ingérable. Voilà, c'est la foule incontrôlable. Incontrôlable. Voilà, on est vraiment dans ces thèmes-là. Par exemple, Tocqueville décrit la démocratie comme une enfant des rues, une enfant sauvage, non éduquée.
Donc on va avoir le thème de la compétence, de l'éducation d'une élite, et c'est le régime électif qui va se mettre en place. Donc les élections ne sont absolument pas le grand moment démocratique, mais c'est le moment par lequel la population se dessaisit de son pouvoir pour confier le pouvoir à d'autres qui la gouvernent d'en haut. Donc il ne faut surtout pas confondre les élections et la démocratie. Et d'autant que les représentants ne sont même pas... Enfin, il n'y a pas de mandat révocatoire, par exemple. Exactement. Ce qui est quand même discuté, inscrit mais... dans la thèse du gouvernement représentatif que les représentants sont complètement autonomes par rapport aux électeurs. Donc les électeurs donnent un mandat, mais il est absolument autonome. L'élu fait ce qu'il veut de son mandat. Il n'est même pas tenu par un quelconque programme. La seule sanction, c'est ne pas être réélu après un certain temps. C'est ça, voilà. Mais c'est pas un peuple qui s'exprime. Ce qui s'exprime quand on va aux élections, c'est un agrégat sériel ou statistique d'individus isolés les uns des autres par le secret du vote et par l'isoloir. Il faut vraiment réfléchir à cette institution de l'isoloir. C'est des individus esseulés, repliés sur leur intérêt privé, qui sont est-ce que cet élu va servir mes intérêts, est-ce que cet autre élu servira mieux mes intérêts, qui sont appelés aux urnes. Et certainement pas un peuple, parce que pour parler de peuple, il faut que ce soit un collectif qui délibère avec lui-même. Or là, il n'y a aucune délibération collective. Il y a au contraire un agrégat statistique, une masse atomisée d'individus isolés les uns des autres. En plus influencés potentiellement par des campagnes de presse, de la propagande, enfin toute une série. Qui ne leur parle que d'une chose, leur intérêt privé. Voilà. Il faut voter pour moi parce que je baisserai vos taxes, voter pour moi parce que avec moi vous aurez un meilleur pouvoir d'achat, etc., etc. Donc tout le contraire de l'effort démocratique pour délibérer ensemble d'un intérêt général. Et en Suisse, il y a un exemple très intéressant de ça, c'est que, juste pour faire un petit aparté sur la Suisse, c'est qu'il y a, chaque fois qu'on a une votation un peu pour taxer les riches, ou en tout cas avoir quelque chose de plus redistributif, l'argument toujours mis en avant, c'est les grandes entreprises, les grandes fortunes vont sortir du pays, et donc vous serez plus mal en point qu'avant. Donc ça va dans ce sens, il me semble, de mettre le doigt sur quelque chose qui vous desservira, vous, votre intérêt privé. Donc, la thèse des libéraux, c'est que on a une société divisée en deux parts. La société civile, où les individus atomisés sont tous en compétition les uns contre les autres pour leurs intérêts privés et vont sur le marché pour échanger des marchandises et des idées dans cet vaste espace compétitif. Et on a une petite part qui est l'État, avec des professionnels de la politique qui, eux, visent l'intérêt général. Et dans un État néolibéral, la norme, c'est... Ils visent l'instauration de la norme, de la compétition à tous les étages. Voilà la vision libérale. Elle est incompatible avec l'idée d'un démos qui délibère de manière autonome, collectivement, sur l'intérêt général de tous. Donc, le régime électif qui va se mettre en place et qui accouche de ce qu'on appelle malheureusement nos démocraties, alors que c'est pas du tout de ça dont il s'agit, va se mettre en place très rapidement au XVIIIe siècle et il va ensuite... 19e, vous dites. Au XVIIIe siècle, déjà, à l'intérieur de la Révolution américaine et de la Révolution française, et il va, au début du XIXe siècle, s'approprier le terme de démocratie, alors même qu'il n'a fait que combattre la démocratie. Pour des questions de propagande ou de conviction de la population, quoi. J'arrive pas très bien à déterminer pourquoi ils se sont finalement approprié le mot après l'avoir vilipendé, après avoir dit que la démocratie c'était la folie, mais ils ont finalement repris le mot à leur compte dans les années 1820, 1830, en confondant démocratie et suffrage universel notamment en 1848, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Nous nommons
dans les régimes où on va aux élections, où on désigne des élus, nous nommons démocratie des régimes, ces régimes à suffrage éventuellement universel, des régimes dans lesquels le peuple ne gouverne pas parce qu'il en est incapable et parce que ça ne l'intéresse pas. C'est quand même fou de décrier la compétition entre les gens et puis de cette population, quand on sait que le système éducatif crée cette compétition, met les gens les uns contre les autres. Oui, absolument. On pourrait très bien montrer comment l'éducation est une des fabriques de l'individu néolibéral en compétition permanente les uns contre les autres. Alors déjà avec le système des notes, où on ne cesse de se comparer à son voisin et à espérer le supplanter, à être retenu, à être sélectionné à sa place. Et puis, on le voit en France, c'est de plus en plus aggravé. On avait en France encore l'esprit de classe, c'est-à-dire créer une classe, créer un collectif de travail qui travaille ensemble pour que tout le monde réussisse, hein, en gros, dans les pédagogies de l'émancipation. Et aujourd'hui, en lieu et place de ces classes qui seraient des groupes, éventuellement d'ailleurs assez démocratiques, où les enfants apprendraient, ou les jeunes apprendraient à délibérer ensemble et à conduire ensemble des projets émancipateurs, à la place, ces classes ont explosé, notamment avec la réforme du lycée que l'on doit à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, et notamment aussi à la faveur d'un système qui s'appelle Parcoursup, où tous les élèves sont en permanence en train de regarder leur moyenne pour espérer pouvoir rentrer dans le supérieur. Et une fois qu'ils entrent dans le supérieur, en ayant supplanté leurs camarades, ils sont à nouveau mis en compétition sans cesse les uns contre les autres, puisque pour l'entrée en master, maintenant, c'est la sélection à l'entrée, et seuls ceux qui auront une moyenne de plus de 14,5 pourront entrer. Ceux qui auront une moyenne inférieure se verront la porte fermée. Donc ça crée pendant 6 ans, seconde, première, terminale, première année, deuxième année, troisième année, 6 années de compétition acharnée et permanente de tous contre chacun, ce qui détruit le métier d'enseignant, qui n'est pas fait pour mettre en compétition les uns contre les autres, mais qui est fait pour émanciper des collectifs. C'est encore pire dans les hautes écoles, style école normale ou polytechnique, etc. Oui, alors avant c'était le système sélectif de compétition généralisée, c'était réservé à une petite élite, celle des classes préparatoires et des grandes écoles, mais aujourd'hui ça s'est généralisé à la totalité de la population, puisque les néolibéraux ont pour obsession que tout le monde participe à cette course qui est la compétition. Tout le monde, même les élèves qui n'étaient pas dans les classes préparatoires, même les chômeurs, même les malades, même les handicapés, tout le monde doit y participer. Et pour revenir à l'idée de démocratie, c'est quand même intéressant de noter qu'avant la Révolution française, des penseurs comme Rousseau, qui sont mobilisés pour être les pères fondateurs du régime politique actuel, avaient conscience malgré tout que la démocratie, c'est le tirage au sort. En tout cas, c'est pas l'élection. Oui, dans les textes anciens et aussi dans les pratiques athéniennes de la démocratie, il y a un lien très fort entre le tirage au sort et la démocratie. Pourquoi le tirage au sort ? Parce que ce qui se produit avec le tirage au sort, c'est la rotation, en fait. C'est une rotation accélérée des fonctions, ce qui fait que tout le monde peut se retrouver embringué dans le gouvernement effectif du peuple par lui-même. Et il n'y a pas de compétences attachées, exceptionnelles, attachées aux fonctions de gouvernement. Tout le monde est amené, n'importe quel citoyen est amené à participer à ce gouvernement effectif du peuple sur lui-même. À l'inverse, l'élection, qui s'oppose au tirage au sort, va affecter l'élu d'une sorte d'onction. Il est élu quasiment au sens biblique parce que c'est un être supérieur, parce qu'il a des compétences exceptionnelles. Et donc, l'élection participe d'une conception
aristocratique et certainement pas démocratique du pouvoir, puisque c'est un régime dans lequel, le régime des élus, c'est un régime dans lequel ceux qui sont censés être les meilleurs gouvernent par opposition au démos. Et est-ce que le rejet du tirage au sort comme idée démocratique ou disons de mise en avant d'une gouvernance participe aussi, enfin la crainte que les gens un peu mal formés puissent tout d'un coup se retrouver au pouvoir ou à prendre des décisions participe aussi à cette crainte du peuple? Oui, bien sûr. Et il faut surtout pas de tirage au sort, puisque ce serait n'importe qui viendrait délibérer sur n'importe quoi. Il faut une compétence, j'insiste, exceptionnelle, parce que tout est dans le fait que les élus s'acceptent du peuple. Oui, et donc mais du coup, cela crée des cas où les élus sont très en lien avec certains intérêts financiers notamment, parce que ils ont les moyens de faire campagne. Enfin, il y a tout on voit bien qu'une campagne, notamment présidentielle, mais tout type de campagne, ça repose sur des fonds importants. Bien sûr, et ce qui apparaît de plus en plus clairement aujourd'hui, et c'est pour ça que l'époque est très intéressante, c'est que les régimes électifs apparaissent de moins en moins comme des régimes dans lesquels ce sont les meilleurs qui gouvernent, mais ce qui apparaît de plus en plus, c'est que ce sont les plus puissants en termes économiques, et donc, au fond, ces régimes électifs apparaissent de moins en moins comme des démocraties, là les gens sont de plus en plus prêts à voir la différence, et de plus en plus comme des plutocraties, c'est-à-dire des régimes dans lesquels les plus riches gouvernent pour les plus riches. Est-ce que vous pensez, comment concrètement pourrait s'instaurer un régime véritablement démocratique aujourd'hui? Est-ce que vous voyez ça possible? Est-ce que vous voyez des signes d'émergence de ce type de système? J'imagine qu'il faudrait aussi une décentralisation des structures décisionnelles. Oui, alors comment? C'est vraiment une très difficile question. Ce que je vois dans l'époque contemporaine, c'est donc la prise de conscience que le régime électif, c'est pas la démocratie, et de plus en plus d'aspiration populaire à une vraie démocratie, c'est-à-dire à une démocratie dite directe. Et on voit ces poussées quasiment insurrectionnelles qui se rapprochent de plus en plus. Alors on a parlé tout à l'heure de 2005, qui était un grand moment démocratique où le peuple français a voulu délibérer avec lui-même pour imposer la conception de sa souveraineté, la souveraineté populaire. On a vu ensuite le mouvement des Gilets jaunes où des dizaines de milliers de gens sont sortis dans la rue pour dire « nous sommes le peuple » et c'est le peuple qui doit être le souverain et pas le monarque présidentiel enfermé à l'Élysée. Et ensuite, dans la suite du mouvement des Gilets jaunes, tous les mouvements sociaux qui ont suivi sont très vite devenus des mouvements de revendication de la démocratie, du respect de la démocratie, du respect non seulement du Parlement, mais du peuple dans la rue. Et donc, on voit vraiment ces poussées. Puis on le voit dans d'autres pays. Je peux donner l'exemple du Chili, qui a fait qui a traversé une sorte d'insurrection récemment pour demander une nouvelle constitution qui soit profondément démocratique. Donc voilà, on a des poussées qui malheureusement avortent parce qu'elles sont extrêmement réprimées par le pouvoir néolibéral et le régime électif qui veut rester au pouvoir et qui écrase éventuellement de manière extrêmement violente, éventuellement dans le sang, ces poussées démocratiques. La question de savoir comment ça commence, c'est vraiment la question sur laquelle portent aujourd'hui mes travaux de recherche. Est-ce que ça commence à petits pas, localement, par des initiatives individuelles et collectives très modestes, où on changerait la manière de travailler, on changerait la manière d'éduquer, on changerait la manière d'administrer un village ou une ville, voilà. Donc, est-ce que ça commence comme ça, par petits pas, Par de manière communalisme, graduelle, voilà, par exemple en restant à l'échelle des communes, ou est-ce que ça commence par un grand basculement global au niveau de la cité-État, au niveau de l'État, où l'ensemble des citoyens basculent rapidement, brutalement, un peu sur un mode révolutionnaire dans la démocratie. Ça, c'est, je pense, une vraie question. Et c'est pas une question qu'on peut trancher
dans la solitude de la recherche académique. C'est pour ça que vous vous êtes engagé aussi politiquement Voilà, je pense qu'on pour être au contact du terrain, quoi. On ne peut trancher cette question que par deux voies. La première, c'est de regarder comment la démocratie a commencé à Athènes, comment la démocratie, l'expérimentation démocratique s'est initiée pendant la Révolution française. Donc, regarder l'histoire, regarder comment ça s'est fait. Est-ce que ça s'est fait à petits pas, tout doucement, ou est-ce que ça s'est fait plutôt rapidement, très rapidement même, et brutalement? Et là, l'histoire nous répond plutôt en faveur d'un basculement révolutionnaire. Et puis, la deuxième voie pour répondre à cette question, c'est d'entrer dans les mouvements sociaux de l'intérieur, ne pas se contenter de les regarder de haut, avec distance critique et éventuellement un certain mépris, en se disant, bon, c'est des foules complotistes, ils sont manipulés par l'extrême droite, pas de ça pour moi, je ne vais pas me mélanger avec cette plèbe, etc. Donc sortir de cette attitude de surplomb qui est souvent celle de l'intellectuel qui reste dans sa chambre ou dans son bureau et qui regarde tout ça de haut et de loin, mais au contraire participer de l'intérieur à ces mouvements pour voir comment ça commence, comment ça bascule, comment ça marche. Voilà, donc ça c'est les deux voies qui sont les miennes, l'histoire et la mobilisation politique, l'engagement politique. Y a-t-il pas des risques que la démocratie directe soit dévoyée? Je pense par exemple à la situation qu'on a ici en Suisse. Alors, est-ce que la Suisse est une démocratie directe? J'ai peu d'éléments pour vous répondre, mais le peu d'éléments que j'ai pu collecter sur la question en me rendant de temps en temps en Suisse, c'est plutôt que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'on a toujours des dirigeants qui sont censés s'accepter du peuple parce que plus compétents, etc. Donc on est quand même dans un régime électif. C'est vrai que par rapport à la France, il y a le système des votations et donc il y a une mobilisation, une consultation de la population. Mais il y a en Suisse cette horreur de parler publiquement de politique. Il ne faut pas en parler publiquement, il faut préserver une sorte de neutralité. Et ça, c'est incompatible avec l'idée d'un collectif délibérant. Si on va à la votation en gardant secrètes nos décisions et en restant enfermé dans l'isoloir et en ne parlant pas publiquement de politique, alors il n'y a pas de démocratie parce qu'il n'y a pas un collectif délibérant qui s'est réuni intensément avec lui-même pour décider. Donc on reste quand même pris dans l'agrégat statistique, l'agrégat sériel, l'atomisation des individus et on n'a pas une réelle démocratie. Donc voilà. Et troisièmement, d'après tous les échanges que j'ai pu avoir avec les Suisses, on reste également, on retrouve les problèmes qu'on a en France, à savoir une manipulation médiatique de l'opinion au service des intérêts des plus riches, pas pour les plus riches. Donc on est loin de une véritable expérience démocratique, me semble-t-il. Mais je vous redonne la parole. Peut-être que vous trouverez que c'est injuste. Je ne sais pas. Non, je suis assez en phase. Je suis assez en phase. Et puis donc, de fait, il y a aussi des questions d'influence, je dirais, de taille, en fait, de comment on pense la démocratie, puisque là, on a des États-nations avec des frontières nationales. Un des arguments, c'est justement de dire qu'on a besoin d'un gouvernement représentatif, parce que pour gérer une telle taille, ça peut pas se faire autrement. On peut pas sur un territoire aussi. Au niveau du village, ça pourrait jouer, comme au Moyen Âge peut-être, mais à ce niveau-là, c'est pas possible. Et puis il y a encore la structure supérieure qui est l'Union européenne. Alors là aussi, comment faire alors qu'une grande partie du droit et des normes sont décidées au niveau de l'Union européenne? Comment, dans ce contexte européen, reprendre la souveraineté démocratique? Oui, alors vous me posez deux questions différentes. La première, c'est la question classique de la taille. C'est vraiment, on le retrouve chez tous les grands penseurs, Montesquieu, etc. C'est repris sans cesse et c'est devenu une sorte de cliché
de préjugés qu'on n'interroge plus, selon lequel la démocratie ne serait possible que, non, même pas pour un petit pays, mais que pour une petite bourgade dans laquelle les membres sont à taille humaine, ils peuvent dialoguer sur la place du village, sur l'agora, et donc ils peuvent prendre des décisions parce que les problèmes sont simples, les problèmes sont locaux, les gens se connaissent et on peut avoir une discussion collective à échelle humaine. Alors ça, on l'entend et on le retrouve partout. Et le problème, c'est que c'est complètement faux, puisque la démocratie s'est inventée dans un très grand territoire. Et ce très grand territoire, c'est l'Attique, qui est aussi vaste qu'un département français, qui compte des centaines de milliers d'habitants et qui compte des dizaines de milliers de citoyens. Donc les Athéniens ont tout de suite été confrontés au problème du grand nombre. Impossible de mener une discussion collective à 60 000. Il y avait 60 000 citoyens, ils ne pouvaient pas, évidemment, se réunir. Ça veut dire que le démos ne peut pas se voir, il se pense comme démos, mais ce n'est pas une réalité sensible qu'on peut toucher du doigt. C'est une idée qu'on ne rencontre jamais physiquement. Parce qu'il n'y a pas une possible coprésence des 60 000 au même endroit, dans le même lieu et dans le même temps. Il n'y a pas d'unité d'espace-temps du démos. Donc, il est répandu sur tout le territoire, un territoire immense, et il est du même coup insaisissable. Et en plus, il faut ajouter qu'à Athènes, il n'y avait pas de moyens modernes de communication et de transport. Donc, le territoire en est d'autant plus grand. C'est-à-dire qu'il faut des heures et des heures pour aller d'un bout à l'autre du territoire et on n'a pas les moyens de télécommunication moderne pour communiquer rapidement. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre ce problème, qui était déjà le leur? Ils ont eu l'idée géniale de rendre sensible le démos en organisant la réunion d'un grand nombre plus réduit dans un espace-temps commun, à savoir la colline de la Pnyx, sur laquelle vont se réunir 6 à 10 000 personnes. Ces 6 à 10 000 personnes, ce ne sont pas des élus. C'est une partie du démos qui a bien voulu se rendre sur la colline. Et là, on va pouvoir avoir un démos qui se voit, qui se parle, qui est une réalité sensible, unie, et qui va pouvoir délibérer avec elle-même. Donc ils ont réussi l'exploit de faire délibérer un collectif de très nombreux, à 6 à 10 000. Ça correspond, c'est important de le savoir, exactement au nombre de gens qui participaient au spectacle tragique et comique. Donc c'est la même configuration, des gradins. Ah oui, ils étaient sur les amphithéâtres en fait. C'est la configuration de l'amphithéâtre. La colline de la Pnyx, vous pouvez aller la visiter à Athènes. Elle existe toujours. Elle est aménageable par des gradins et on peut s'entendre au niveau de l'acoustique. Ah ouais. Ça marche. On peut discuter à 6 ou 10 000. Et ils ont instauré cette discussion, mais pour que ce soit vraiment sensible et réel, ils se sont dit qu'il fallait que ce soit durable. Donc, ils ne se sont pas réunis une fois. Ils se sont réunis tous les 10 jours pendant 2 siècles sur cette même colline. Et du même coup, le démos se dédouble en la totalité des citoyens éparpillés sur le territoire et sa concrétion, sa cristallisation en un même espace-temps qui est la Pnyx. Et ça donnait des actes législatifs ou C'est là qu'ils produisaient les lois. D'accord. Voilà. Qui étaient ensuite appliquées par un cercle de personnes l'exécutif pour le coup était un autre cercle. Oui, mais l'exécution est pensée comme étant vraiment au service du démos qui a délibéré des lois. Alors qu'aujourd'hui, l'exécutif
fait les lois, en grande majorité. Et l'Assemblée nationale, il lui reste plus grand-chose pour s'exprimer. Ouais, c'est une Quant au caisse de démos, validation, ouais. le démos, il existe carrément pas du tout. Mais le pouvoir législatif est de plus en plus écrasé par un pouvoir exécutif qui prend des lois, et évalue, prépare des projets de loi et même impose des décrets. Donc là, des citoyens vont être chargés d'exécuter ces lois, mais c'est une forme de mandat impératif. Et ce qui est très fort, c'est qu'on n'a pas d'élus. Alors, il y a quelques personnages qui sont élus, c'est les stratèges, mais c'est tout à fait marginal. L'élection, la plupart du temps, c'est du tirage au sort, et c'est sur la PNIC. Ce qui est sur la PNIC, c'est tous les gens qui appartiennent au démos, qui sont bienvenus et qui doivent venir sur la colline et qui viennent à tour de rôle sur la colline de la PNIC. Donc, on a la totalité des citoyens qui intègrent qui est invité et qui doit intégrer ce collectif délibérant qui est le démos et qui n'est pas une personne, qui n'est pas un élu. On n'a rien à voir avec toute cette mythologie de l'onction de l'élection. C'est tout le monde et n'importe qui. Et puis sur le deuxième point de l'Union européenne, et puis de cette problématique aujourd'hui que en fait une grande partie de l'appareil législatif ou normatif est pris au niveau supranational. Oui. Alors ça, c'est la preuve qu'on n'est vraiment pas dans un système démocratique, mais qu'on est dans un tournant néolibéral autoritaire, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le néolibéralisme et l'ordolibéralisme allemand, qui voulait instaurer au niveau des États, par les États nationaux, une compétition libre et non faussée, ça a fonctionné. Pendant les années 70, il y a eu un consentement à cette nouvelle norme. Dans les années 80, le néolibéralisme est triomphant. Il gangrène même la gauche, oui, qui rompt avec le projet anticapitaliste et qui reprend à son agenda le néolibéralisme. Donc, tous les partis de gouvernement se mettent à devenir néolibéraux dans les années 80. Dans les années 90, ça commence à se craqueler avec l'altermondialisme, etc. Mais c'est seulement, je l'ai dit, dans les années 2000, qu'il y a une contestation populaire de plus en plus bruyante contre le néolibéralisme, qui va, lui, passer de plus en plus à la violence, à la répression. Mais on voit bien que pendant toutes ces années, l'ordolibéralisme allemand, lui, s'est installé aux manettes de l'Union européenne et a imposé son agenda de manière absolument antidémocratique. Et aujourd'hui, l'Union européenne, que faut-il faire avec ça ? Enfin, c'est quand même. Est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne ? Est-ce qu'il faut... Je pense qu'il faut absolument combattre l'Union européenne, puisqu'elle est antidémocrate, et le faire au nom d'une autre conception de l'Europe, c'est-à-dire une conception internationaliste, dans laquelle il y a une coopération des États-nations, les uns avec les autres, une solidarité entre eux, une réflexion sur l'unité culturelle de l'Europe, mais voilà, une Europe des nations, une Europe des États-nations, et certainement pas cette énorme machine néolibérale qui méprise en fait le consentement des peuples. Mais la question c'est, puisque cet appareil est a été pensé pour se maintenir via des engrenages normatifs, comment imaginer, est-ce qu'il va s'effondrer et donc on pourra mettre en place quelque chose, ou est-ce qu'il faut en sortir d'abord ? C'est un peu la question toujours un peu qui se pose, quoi. Moi, je pense que déjà le simple fait que les peuples reprennent la parole et redeviennent les seules instances délibératives va conduire forcément à affaiblir l'Union européenne. À partir du moment où c'est le peuple souverain qui décide des choses, l'Union européenne, elle pourra continuer à fonctionner comme coquille vide, mais elle sera de fait affaiblie. Ça peut se faire ainsi, plutôt que de commencer par sortir de l'Union européenne, tout en conservant le régime électif. Je préférerais pour ma part que
on bascule dans un gouvernement, dans un fonctionnement démocratique de nos pays, et de manière quasi automatique, ça affaiblirait cette coquille qui deviendrait vide de l'Union européenne en battant en brèche tous les diktats ordolibéraux qu'elle impose au pays. Malgré ces potentielles répressions qui pourraient venir d'un point de vue budgétaire. Oui, c'est une lutte qu'il faut engager, oui, bien sûr. En parlant de démocratie, peut-être encore un sujet que je voulais aborder avec vous, c'est que vous avez publié en 2021, en janvier, un tract chez Gallimard intitulé « De la démocratie en pandémie ». Alors là, voilà, c'était pendant le Covid et vous y critiquiez notamment les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie. C'était, je pense, un acte assez courageux, d'ailleurs, qui vous a coûté quand même un certain nombre de crédits médiatiques à ce moment-là. Mais pourquoi faire ça ? Pourquoi, à ce moment-là J'étais un peu obligée de le faire parce que je travaillais depuis presque une quinzaine d'années sur la santé publique, sur l'hôpital, sur le consentement libre et j'allais dire libre et non faussé, le consentement libre et éclairé du patient, l'autonomie des collectifs en santé. Enfin bref, j'avais un travail depuis des années dans le cadre d'un master, le master soins, éthique et santé, très intensif sur ces questions de santé. J'étais moi-même en mission de recherche à l'hôpital sur la démocratie en santé, la démocratie qu'on appelle en France la démocratie sanitaire. Il m'était donc très difficile de me taire lorsque j'ai assisté à toutes ces décisions qui méprisaient littéralement tous les grands principes de la santé publique qui avaient été conquis de haute lutte, notamment depuis les années SIDA, et qui mettaient à bas la démocratie sanitaire et la démocratie tout court. Donc, j'ai constitué un collectif de travail, parce que c'est un travail que j'aurais jamais pu mener seul, avec les soignants, étudiants et collègues avec lesquels je travaillais. Ça a été très facile à faire pour moi parce que je travaillais déjà de manière collective avec eux. Et j'ai également sollicité des historiens, des philosophes. Oui, Yoann Chapoutot, j'ai vu aussi, notamment, oui, qu'on a oui, reçu oui. ici. Ouais. Oui, et on a fait un collectif de 14 personnes qui m'ont aidé, par la relecture, à publier ce livre. Et ensuite, on a fait un deuxième livre, cette fois avec un médecin de santé publique, François Alla, qui s'appelle Santé publique année zéro, où on a montré que non seulement, ce que j'avais montré dans le premier livre, l'expérience Covid d'ingénierie sociale était une mise en cause gravissime de la démocratie, mais qu'en plus, c'était une mise en danger de la santé des populations. Et en quoi exactement ? Alors, pour la démocratie en pandémie, nous avons montré que s'était installée l'idée que dans un régime d'urgence, face aux problèmes complexes qu'affrontait la société, c'était la logique du chef qui devait s'imposer, la logique du chef de guerre. Donc, avec cette thèse complètement absurde, selon laquelle on pourrait être en démocratie quand il n'y a pas de problème urgent qui se pose. C'est une thèse complètement absurde puisque les Athéniens faisaient démocratie face à des problèmes urgents. Même la guerre. Comme la guerre, comme les épidémies qui sévissaient parfois à Athènes, comme l'inflation du cours des céréales, etc. Donc en fait, il n'y a démocratie que quand il y a des problèmes qui se posent. Donc la thèse selon laquelle quand il y a des problèmes qui se posent, il faudrait arrêter avec la démocratie et aller voir du côté des régimes asiatiques autoritaires, ce qu'a fait la France, qui s'est inspirée en partie de la Chine, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Et puis, on s'est intéressé à la manière dont l'État, on voit bien l'État néolibéral a fonctionné, et on a vu qu'on était au sommet de la vision néolibérale de l'hôpital. Un hôpital dans lequel il n'y a surtout pas assez de lits. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de passer d'une logique de stock. La logique de stock, c'est quand vous avez trop de lits pour que l'hôpital puisse être hospitalier. Oui, ils ne sont pas tous pris, mais c'est voilà, le but. Pour que l'hôpital soit hospitalier, c'est-à-dire qu'il soit prêt à vous accueillir, il faut qu'il y ait des lits en trop. Vous ne pouvez pas avoir une maison hospitalière s'il n'y a pas de lits vides.
Vous ne pouvez pas avoir une table hospitalière s'il n'y a pas un couvert ou 2 supplémentaires pour celui qui viendrait. Donc, pour qu'un hôpital soit hospitalier, il faut qu'il y ait des lits vides. La thèse néolibérale de l'hôpital, c'est qu'il faut que tous les lits soient pris, comme dans les trains, il faut que tous les trains soient remplis pour pouvoir travailler à flux tendu. Et la variable d'ajustement de cette vision contre le stock du flux, c'est une vision industrielle, passer d'une industrie où il y a des stocks à une industrie à flux tendu. La variable d'ajustement de ces flux tendus, c'est qui ? C'est les patients qui doivent attendre pour avoir une place. Et donc, on est parti du principe que les patients devaient rester chez eux, attendre au dernier moment. Pendant qu'ils restaient chez eux, il ne fallait surtout pas qu'ils voient un médecin, c'était interdit. Il fallait qu'ils s'auto-diagnostiquent, qu'ils s'auto-confinent, qu'ils s'auto-testent et qu'ils s'auto-administrent des médicaments. Donc, vision néolibérale dans laquelle c'est le sujet isolé, l'individu, en compétition avec tous les autres individus, qui doit être l'auteur de sa propre guérison. De son propre parcours de soins, et qui doit le faire de manière optimale. Il doit optimiser son capital santé seul, dans la relation avec les autorités qui, elles, détiennent soi-disant le savoir et envoient finalement des décisions formulables par des algorithmes automatiquement aux patients qui a un smartphone et donc un QR code pour activer les décisions prises au niveau centralisé par un État qui détient la vérité, qui détient le savoir et qui détient le pouvoir. Et donc, on a eu cette idée que le soin, les soignants n'avaient plus à créer un soin, inventer une clinique, etc., mais ils étaient que des prestataires de décisions automatisées et de décisions centralisées par un État tout-puissant qui sait la vérité. Par exemple, c'est l'État qui peut vous dire que pour éviter la propagation du virus, il faut être pas plus de 6 à table. Voilà. Donc, exemple même de ce que Michel Foucault appelait le grotesque, quand le savoir officiel prétend détenir la vérité, alors que évidemment personne ne jusque savait. Dans les foyers, quoi. Détient la vérité jusque dans les foyers. Voilà. Ouais. Et donc on se retrouve avec cet État néolibéral extrêmement tatillon qui va vous dire à combien vous devez manger, si vous devez être debout ou assis dans le train, à quelle heure vous devez vous coucher, est-ce que vous avez le droit d'aller à la plage ou pas. Donc on va avoir cet énorme État obèse, tatillon, invasif, qui ne s'adresse plus qu'à des individus qui doivent optimiser leur parcours de soins et qui transforme donc les soignants en prestataires de services. Donc ça, c'est typiquement néolibéral. Et ça va être accompagné d'une ingénierie sociale assurée par le nudging. Alors, qu'est-ce que c'est que le nudging ? C'est une nouvelle théorie, notamment de Thaler et Stein, selon laquelle on retrouve la thèse néolibérale selon laquelle l'espèce humaine, les membres de l'espèce humaine ont un vieux cerveau mal adapté au monde mondialisé de l'innovation technologique permanente, etc., et affecté de biais et, par exemple, rétif au changement. Donc, il faut manipuler ces biais cognitifs de manière douce, par une manipulation insensible, pour conduire l'espèce humaine dans la bonne direction. Par exemple, la mettre au service de l'innovation. Et on va fabriquer des nudges. Qu'est-ce que ça veut dire, les nudges ? En anglais, c'est des petits coups de pouce insensibles pour conduire les populations et les individus qui la composent dans la bonne direction. Exemple de nudge, l'auto-attestation de sortie. Je ne sais pas si vous avez eu ça en Suisse. En Suisse, il n'y avait pas ça, non ? On a eu ça en France. Ça a été fabriqué par la BVA. BVA, c'est un institut de sondage. Nudge Unit, l'institut de sondage BVA. Ah oui, donc le lien est très clair, en fait. Voilà, a fabriqué une unité Nudge et a vendu ses services à l'Élysée, qui a donc considéré qu'on pouvait piloter comme ça la population par du nudging. Ensuite, on a
confié au cabinet de conseil McKinsey, le cabinet de conseil américain McKinsey, qui ne connaissait strictement rien à la santé. On lui a confié toute la politique vaccinale en lui demandant là aussi une ingénierie sociale, en inventant par exemple le pass sanitaire qui conduisait comme ça tous les individus à se surveiller les uns les autres, à s'influencer les uns les autres pour lutter dans la compétition pour l'accès au vaccin et pour l'accès à l'innovation. On a de la même manière conduit les populations à adopter le e-learning, l'éducation à distance, le e-commerce, la digitalisation des activités de commerce, bref, le basculement dans une société digitale, numérique, au service de l'innovation. Donc avec d'un côté un État néolibéral extrêmement fort qui prétend détenir la vérité et qui s'adresse directement aux individus en compétition les uns contre les autres, sans passer par les soignants qui, eux, ont été complètement évincés. Et ces individus sont capables de se soigner eux-mêmes, de s'auto-confiner, de s'auto-tester, ce qui rend les services publics avec le personnel de ces services inutiles. Et donc, on a continué à supprimer des lits pendant le Covid. Des dizaines de milliers de lits ont été supprimés. Donc, l'État néolibéral a continué sa mutation en hôpital de flux versus hôpital de stock. Donc, la mutation néolibérale de la santé publique était à son comble. Or, qu'est-ce que j'ai entendu, moi, sur les radios, qu'est-ce que j'ai pu lire dans les journaux officiels? C'était l'inverse. C'était, grâce au virus, le néolibéralisme fait une pause et devient État-providence. Grâce au virus, grâce au SARS-CoV-2, Macron bascule dans une politique de gauche de l'État protecteur. Et c'est ce qui a séduit beaucoup de personnalités de gauche. Voilà. Pourquoi ils ont fait ce contresens? Parce qu'ils confondent le néolibéralisme et le retrait de l'État. Quand on comprend que le néolibéralisme, c'est pas le retrait de l'État, c'est un État tout aussi obèse, tatillon, mais qui est orienté vers l'adaptation à l'innovation et à la mondialisation et à la compétition, alors on retrouve ici une politique néolibérale. Mais si on croit que le néolibéralisme, c'est le retrait de l'État, alors dès qu'on voit des politiques publiques, on croit qu'il y a une pause dans le néolibéralisme. Tout le malentendu était là-dessus. Et justement, c'est d'ailleurs je trouve, des faits frappants durant la période Covid, c'est que la majorité de la gauche, même pas que en France, en Europe et ailleurs, c'est largement, rallié aux mesures étatiques. Oui, ils ont cru que en fait, ça vient de l'absence de diagnostic sérieux de la gauche sur ce qu'est le néolibéralisme. La gauche s'est retrouvée, je parle de celle qui était au gouvernement, néolibéralisée malgré elle, sans en avoir vraiment clairement conscience. Du même coup, elle croit que dès qu'il y a des politiques publiques, c'est que le néolibéralisme recule. Or, le néolibéralisme passe par des politiques publiques. C'est ça qu'elle ne voit pas. Donc là, elle s'est dit, on est sur les rails de l'État protecteur, l'État-providence, ce sont des mesures de gauche, mais absolument pas. En fait, c'est une expérience grandeur nature d'une gestion néolibérale par l'État qui s'adresse directement à des individus reliés à l'État par des smartphones et qui continue sa politique de flux et sa politique de mise en compétition de tous contre chacun. Une des compétitions, c'était qui va accéder le plus vite possible au vaccin. Et c'est vrai que, alors ce qui était quand même aussi assez étonnant, la gauche là a perdu, je pense, un certain nombre d'adhérents, parce que moi je connais quand même pas mal de monde qui ont toujours été plutôt portés à gauche, les idées de gauche. Et pendant le Covid, voyant que seule une partie de la droite s'opposait à ces mesures, se sont tout d'un coup dit, en fait la droite, une certaine droite en tout cas, est plus intéressante parce qu'elle défend nos libertés, etc. Donc, on a abandonné la question des libertés, par exemple le consentement libre et éclairé du patient, et surtout la liberté collective
de décider ensemble des mesures de manière démocratique, ce qui est au cœur de la démocratie en santé, la démocratie sanitaire. On a abandonné la question des libertés individuelles et collectives, soit à la droite libérale ou ultralibérale, soit pire encore à l'extrême droite, qui est sortie, grandie de cette expérience du Covid, parce que la gauche n'a absolument pas joué son rôle de travail critique de la gestion néolibérale par le nudging, etc., ou par le cabinet McKinsey, de cet épisode, qui a eu un effet d'aubaine extraordinaire. Moi, je pense pas du tout que le SARS-CoV-2 ait été inventé par des gens comme Macron pour nous gouverner. C'est quelque chose qui s'est vraiment produit, c'est une maladie qui est vraiment dangereuse, qui a vraiment surgi de manière imprévue et a pris tout le monde de court, y compris des gouvernements néolibéraux comme ceux de Macron, mais ils y ont vu un effet d'aubaine pour digitaliser la société, imposer la compétition pour l'accès à l'innovation et court-circuiter la clinique des soignants en instaurant cette relation verticale entre les hautes autorités étatiques et des individus qui se battent pour appliquer ce que l'État leur intime de faire. Certains observateurs ont décrit ce qui s'est passé durant le Covid avec justement l'État qui s'insère dans comment les familles doivent se comporter chez elles, etc., dans une sorte de dérive fascisante, fascistoïde, comme aurait dit Chapoutot peut-être. Alors pas en lien au Covid en l'occurrence, mais pour la société actuelle. Qu'en pensez-vous? Ou de totalitarisme aussi? Je pense que ce qui s'est produit pendant les années Covid, parce que ça a été quasiment 2 ans, c'est l'assomption d'un régime néolibéral autoritaire, mais ce n'est pas la dictature. C'est-à-dire qu'il était encore possible pour quelqu'un comme moi, même si c'était très compliqué et conflictuel avec les médias, de m'exprimer. J'ai publié un livre qui a été vendu à près de 100 000 exemplaires. Ce livre n'a pas été interdit. On n'est pas venu me chercher pour avoir des interrogatoires de police pour éventuellement me faire de la garde à vue ou un procès. Voilà, mon livre n'a pas été, j'insiste, interdit. Donc, il faut surtout pas galvauder ces termes, parce qu'il faut comprendre que entre la démocratie, dont j'ai dit toutes les exigences, et la dictature, il y a une infinité de régimes possibles dans lesquels il y a une infinité de doses possibles d'autoritarisme. Donc, si on dit, si on n'est pas en démocratie, alors on est en dictature, on terrorise un peu le cerveau de celui qui parle et on empêche en fait d'élaborer un discours critique. Donc, il y a eu un régime autoritaire, ça c'est vrai, qui a suspendu les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner dans les établissements de soins, qui a pris des décisions toutes verticales en conseil de défense, sur un mode martial, avec des gens absolument non élus qui sont ces cabinets de nudging ou ces cabinets de conseil. Bien sûr, mais ce n'est pas la même chose qu'une dictature. La question de la gauche et la droite est quand même intéressante aussi. Hein. Bon, elle a été mise en avant dans cette crise, mais est-ce que... alors déjà, qu'est-ce que la gauche et qu'est-ce que la droite? Peut-être première question. Mais aussi, est-ce qu'aujourd'hui, ces différences ou ces catégorisations sont encore pertinentes pour observer ou comment dire, décrire la façon dont le fait social ou les individus interagissent? Oui, alors merci de cette question. Je voudrais rappeler un fait qu'on oublie de rappeler, qui est que la gauche et la droite sont nées en France, alors que, bon, on entend partout hein, dans le monde, mais c'est la France qui a inventé cette différence, qui est née d'un seul coup, très très brutalement, à la faveur de la Révolution française, dans le moment où l'Assemblée nationale a discuté du veto royal. On était encore à l'époque dans une monarchie constitutionnelle. Il y avait encore Louis XVI au pouvoir, mais son pouvoir était de plus en plus contesté. C'était la mise en place d'un régime constitutionnel. Et son pouvoir étant de plus en plus contesté, il y a eu toute une discussion passionnée de la part des députés entre ceux qui étaient pour un veto suspensif ou pas. Et c'est à ce moment-là
dans la discussion autour du veto suspensif du roi, que se sont assis une partie des députés à gauche du roi et une autre partie à sa droite. Donc la gauche et la droite, elle est née dans le contexte, comme ça, très très vite, en quelques semaines, Spontanément, naturellement. en quelques heures, voilà. Elle est née dans ce contexte. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Pourquoi je tiens à rappeler ceci? Ça veut dire que, et ça va très vite se voir avec la droite des députés et la gauche des députés, la droite des députés, ceux qui se mettent à la droite du roi, c'est ceux qui voudraient de plus en plus que la révolution s'arrête. Et la gauche, de ceux qui se mettent à la gauche du roi, c'est ceux qui sont partisans d'une révolution qu'il faut continuer. Je crois vraiment que c'est ça que ça veut dire. La gauche et la droite, aujourd'hui et partout dans le monde, ça veut dire que la Révolution française n'étant pas terminée, Révolution française qui, comme vous le savez, est une révolution mondiale, et il y en a qui veulent que la Révolution soit terminée, c'est la droite, et il y en a qui veulent que la Révolution continue et qu'elle reprenne, c'est la gauche. Je pense que c'est vraiment ça que veut dire cette différence. Du même coup, moi-même qui m'inscris dans le sillage de la Révolution française et qui considère que la Révolution n'est pas terminée, contrairement à ce que racontait l'historien François Furet qui nous avait dit dans les années 70, la Révolution est finie, la Révolution est terminée. Je pense à l'inverse que des mouvements comme 2005 contre le traité constitutionnel européen, les Gilets jaunes et tous les mouvements sociaux qui ont suivi montrent que la Révolution française n'est pas terminée, qu'il faut reprendre son œuvre là où on l'a laissée, c'est-à-dire 4 ans après 89, avec le moment où elle a sombré dans la terreur. Il faut reprendre l'agenda de la initiale de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité, une république sociale et démocratique. Je reprends les termes de la Révolution de la Constitution écrite par Robespierre et ses amis. Il faut reprendre, et le 19e siècle n'a pas cessé de reprendre l'agenda de la Révolution française avec 1830, 1848, 1871, et puis ensuite, dans une certaine mesure, 1936, et puis, dans une certaine mesure, tout ce qui s'est décidé à l'après-guerre. Tout ça, c'est la reprise de ce processus qui n'est pas fini. Et donc, voilà, pour moi, la gauche et la droite, c'est la différence autour de la Révolution française. Et vous avez en France une droite extrêmement forte, contre-révolutionnaire, qui veut reprendre le programme des Versaillais et éventuellement installer un roi, un monarque présidentiel. On le voit très bien avec le macronisme, qui utilise sans cesse les symboles de la Révolution française, avec le banquet à Versailles, voyez, avec ses accointances avec un personnage comme Stéphane Bern, qui est un commentateur des royautés d'Europe, des têtes couronnées. Et monarchiste aussi. Voilà. Donc on a une France encore très profondément travaillée par la droite anti-révolutionnaire, contre-révolutionnaire, et de l'autre côté, une gauche, notamment je pense à la France insoumise, qui se réclame de l'héritage révolutionnaire de 89, mais aussi de 92, donc, et de 93, avec notamment l'influence de Robespierre. Donc voilà, l'histoire n'est pas terminée. Et donc, aujourd'hui, il semble quand même que s'afficher par exemple LFiste ou en France, ou par exemple, comme vous l'avez fait durant le Covid, questionner les mesures du gouvernement, c'est quand même sujet à une sorte de bannissement des médias de masse, ce que vous avez subi, il me semble. Alors, de fait, à partir du moment où ce livre, la promotion de ce livre elle a été un peu assurée dans les médias, et quand les journalistes ont entendu ce que je disais, parce qu'ils n'avaient peut-être pas forcément très bien lu le livre ou lu de près, quand ils m'ont entendu, ils ont pris très peur. Il y a une émission sur France Inter avec Ali Badou, où je dis ce que je raconte dans le livre, et où il est, semble-t-il, complètement terrorisé de ce qui est en train de passer à l'antenne. Voilà. Et donc, il y a eu vraiment... le micro m'a été retiré à partir de là, ce qui est très paradoxal, puisque au même moment, j'ai vendu 100 000 livres.
Et les livres que j'ai faits ensuite se sont très bien vendus parce qu'ils sont soutenus par le bouche à oreille, les libraires, tous les lieux où je vais faire des conférences, et donc les chaînes alternatives, et donc ça passe par de tout autre réseau que ceux des médias dominants. Je crois qu'on peut se faire entendre aujourd'hui sans les médias dominants. Mais ça prend la question quand même de la liberté et du clivage gauche-droite, parce que beaucoup disent en tout cas que la différence entre le clivage gauche-droite, c'est que il y a une sorte de libéralisme à droite et que la gauche serait plus collectiviste, étatiste. Est-ce que ça, c'est une sorte de clivage qui vous paraît aussi pertinent ? Alors, il y a une complication, puisque une partie de la prétendue gauche est profondément libérale et néolibérale, puisque l'hégémonie culturelle du néolibéralisme. Mais si on laisse de côté cette prétendue gauche, je pense en particulier au Parti socialiste, qui a de moins en moins de liens avec la gauche véritable et qui se dissout dans un centre proche de plus en plus proche de l'extrême centre. Je rappelle que c'est François Hollande qui a mis le pied à l'étrier de Macron, et que la Macronie n'est qu'une excroissance tumorale de la Hollandie. Bon, donc ça, c'est pour la prétendue gauche. Mais si on revient à la vraie gauche, la gauche historique, sérieuse, et elle existe en France, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays où elle n'existe même plus. Si on revient à la gauche française, incarnée par LFI, oui, il y a un sens très important de l'État. Oui, il y a un sens très important un héritage socialiste et collectiviste très fort. Mais encore une fois, il faut y voir un héritage de la Révolution française, de la République sociale et démocratique qui a été pensée par les révolutionnaires français qui étaient du côté de la montagne, à l'Assemblée nationale, donc à gauche, avec les montagnards, les jacobins. Donc oui. Il y a des voix qui se sont élevées contre la gouvernance de la LFI, disant que voilà, c'était aussi très pyramidal, très centré autour de quelques figures et puis assez abusif sur certains points. Alors, ça s'explique par le fait que Jean-Luc Mélenchon vient du Parti socialiste, et que au Parti socialiste, il y a une prétendue démocratie qui fonctionne par courant, et qui a conduit petit à petit à détruire complètement ce parti, puisque les gens du parti sont tout le temps dans une logique électorale pour être élus dans le bon courant. Ils sont tout le temps en campagne et en compétition les uns contre les autres. Donc Jean-Luc Mélenchon a voulu autre chose. Il a voulu un groupe de combat avec finalement une grande amitié entre tous les membres de ce groupe de combat, et pas de conflits électoraux à l'intérieur de LFI. De même, il y a l'exemple des Verts, Europe Écologie Les Verts, où la prétendue démocratie interne, qui est en fait toujours du régime électif, conduit finalement à des compétitions permanentes des uns contre les autres. Si vous regardez la France insoumise, il y a une grande solidarité profonde entre les membres de ce parti, de ce mouvement, et c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix. Maintenant, se pose la question de savoir si c'est pas trop vertical ou trop autoritaire. Je pense que c'est une vraie question. Ce que je peux vous dire, c'est que les groupes d'action qui sont partout sur le territoire, ils ont un vrai travail de consultation. Ils arrivent à imposer des choses au niveau du programme. Donc il y a quand même une collaboration, un collectif délibérant qui existe à la France insoumise, et pas des dizaines de milliers de gens agenouillés devant un chef de manière complètement aveugle, comme dans une secte. Ça, c'est ce que raconte un livre que j'ai pas eu le temps de lire, mais que je ne lirai probablement pas, parce que paraît-il c'est un torchon. La Meute, qui présente le fonctionnement comme un fonctionnement sectaire. Maintenant, votre question pose une vraie question, à savoir, est-ce que la démocratie peut se faire à l'échelle d'un petit groupe ? Est-ce que ça peut se faire dans une entreprise, dans une pièce de théâtre,
dans un parti, dans un mouvement, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui se joue au niveau de l'État-nation, au niveau de l'ensemble des citoyens? Je crois que c'est une question qui est pas simple. Une autre thématique quand même qui est liée au Covid, enfin en tout cas vous en avez parlé du digital, du numérique qui a pris une ampleur importante depuis le Covid, qui a été renforcée. Il y a aussi toute la question du solutionnisme technique. On a l'impression aujourd'hui que tout devient technique. Chaque solution, enfin chaque problème doit avoir une solution technique. Ça c'est notamment une thématique que votre père Bernard Stiegler a beaucoup développée. Est-ce que c'est quelque chose qui que vous allez aussi sur lequel vous travaillez aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez dans votre... Alors, un peu sur le Covid, j'ai parlé de solutionnisme technologique. Je dirais même pas solutionnisme technique, mais technologique. C'est-à-dire, tout est mis au service de la technologie. Pourquoi? Parce que dans un marché mondialisé de compétition dans le rapport à l'innovation, c'est là où il va y avoir de la brevetabilité, c'est là où il va y avoir des parts de marché, c'est là où on va pouvoir financiariser l'économie. Et la période Covid a été complètement dominée en France par le solutionnisme technologique. Donc les cours en ligne, la digitalisation du commerce, je le disais, la solution technologique du vaccin ARN messager. Voilà, à chaque fois, c'est le solutionnisme technologique qui l'a emporté. Ça a été l'aubaine pour faire basculer notre société dans un fonctionnement digital et numérique. Et donc, à l'inverse, vous avez parlé de démocratie sanitaire. Qu'est-ce qu'une démocratie sanitaire véritable, peut-être? Alors, c'est important de savoir que la démocratie en santé, elle n'est pas venue d'en haut. C'est pas le législateur qui, dans sa bienveillance, est allé apporter la démocratie aux patients. Ça, c'est ce qu'on peut se raconter quand on étudie la loi Kouchner, du nom de Bernard Kouchner, qui met dans le marbre de la loi la démocratie en santé. En fait, le législateur, il a effectivement institué la démocratie en santé en 2002, mais il l'a fait sous la pression d'une révolte des malades dans la santé. Et ça, c'est très important de le savoir, parce que ça vérifie quelque chose qu'on trouve toujours en histoire, c'est que la démocratie n'a jamais été apportée par des grands hommes. On nous raconte à l'école que c'est Clisthène, c'est Solon et Clisthène qui auraient apporté la démocratie aux Athéniens. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est les Athéniens qui se sont révoltés et qui ont décidé de se gouverner eux-mêmes collectivement et qui ont ensuite appelé ça la démocratie. Alors, qui sont les malades qui se sont soulevés en santé pour imposer l'idée démocratique? C'est les malades du sida. Les malades du sida qui ont eu les moyens parce que aussi c'était une population relativement diplômée, qui avait aussi certains moyens financiers pour aller aux États-Unis, pour aller chercher des traitements que les médecins français ne connaissaient pas. Enfin bref, il y a eu toute une série de circonstances favorables pour que les patients parviennent à se révolter et à s'affirmer comme un nouveau pouvoir. Et donc, cette conquête s'est pas faite pacifiquement. Ça s'est fait par le rapport de force, par la révolte, par des actions brutales et des actions coup de poing, par des associations qui sont passées à l'action et même à la désobéissance civile. Et donc, ça s'est fait un peu sur un mode révolutionnaire. Hein. Et donc, les patients atteints de sida ont finalement réussi à obtenir non seulement que le patient soit consulté, mais la démocratie, ça va beaucoup plus loin, mais qu'il devienne vraiment un pouvoir constitutif en santé, le pouvoir de discuter des protocoles médicamenteux, le pouvoir d'orienter la recherche en santé, et ensuite, les autres maladies chroniques ont suivi, parce qu'il y a chronicisation de beaucoup de maladies grâce au progrès de la santé. Et donc, dans tous les secteurs de la maladie chronique, s'est imposée l'idée d'une démocratie sanitaire. Alors, on aurait pu s'attendre avec cela que la période Covid soit l'occasion d'une grande expérience démocratique.
Pas du tout. Il n'y avait pas de malades chroniques du Covid au départ. Donc, on était dans un champ où la démocratie sanitaire n'avait pas droit de citer. Et cette nouvelle épidémie, le sida est une épidémie qui a apporté la démocratie. Cette nouvelle épidémie a détruit tous les fragiles échafaudages de démocratie sanitaire qui s'étaient lentement tissés pendant toutes ces années depuis le sida. Et aujourd'hui, la démocratie en santé va très mal, elle se remet très mal de ce traumatisme qu'a été la gestion autoritaire du Covid. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'idée même de gérer ce genre de pandémie de manière démocratique n'a aucun sens. Enfin, c'est vrai que c'est un discours qu'on entend. Oui, on a eu des discours médiatiques qui nous expliquaient que les Asiatiques étaient beaucoup plus efficaces parce qu'ils étaient soumis et que donc, dans un régime d'urgence, il faudrait des sociétés autoritaires. Les démocraties seraient beaucoup trop fragiles parce qu'elles seraient ouvertes à une discussion indéfinie. Trop lente, trop compliquée, voilà. Et alors c'est grave parce que comme nous nous trouvons dans un régime d'urgence permanent du fait de la crise écologique et sanitaire, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faudrait renoncer définitivement à la démocratie. Barbara Stiegler, nous arrivons au terme de cet entretien. On a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Donc, voilà, si vous avez quelque chose à ajouter. Alors, je sais que vous faites du théâtre, notamment. C'est peut-être l'occasion d'en parler. Oui, avec plaisir. Nous avons basculé avec mon collègue Christophe Pébart, qui est spécialiste de la démocratie athénienne. Nous avons basculé Nous sommes passés du travail solitaire devant nos élèves, étudiants et en conférence à un duo de conférences qu'on mène depuis 3 ans. On en est au 56e acte de ce duo sur la démocratie. On va partout en France, en Suisse, en Belgique, et même ailleurs. On est allé au Chili, on est allé en Argentine, on est allé en Espagne, dans plein de pays. En fait, on a un duo de conférences sur la démocratie qui nous permet de rencontrer des publics beaucoup plus larges et sur un mode différent que le mode professoral. Mais quand on a fait ce duo de conférences, on a vite été frustrés, on a eu envie d'aller plus loin pour explorer nos relations avec le public et pour faire un travail millimétrique sur comment on se positionne par rapport au public, comment on parle en public, comment on occupe un plateau, la lumière, la parole de l'Assemblée, etc. Et on a pensé que le théâtre était vraiment le lieu idéal pour cette réflexion sur la rencontre entre une parole professorale ou une parole militante et le public assemblé. Et donc, on a créé 2 pièces de théâtre. Une qui s'appelle Démocratie, point d'exclamation, un spectacle dont vous pourriez être les héros. Voilà, donc ça c'est une grande forme théâtrale qu'on joue dans les grands théâtres parce que le décor est grand et que on joue avec toute la machinerie du théâtre. Et puis on a fait une autre pièce très différente qui s'appelle Démocratie 2500 ans, recherche publique désespérément, qui, elle, est une forme tout-terrain qu'on peut jouer même en extérieur, dans le théâtre de rue ou dans des petites salles, des fêtes, dans des petites salles, dans des villages, voilà. Et on a joué ces 2 pièces pour la première fois en Suisse. À la Chaux-de-Fonds. À la Chaux-de-Fonds, au Théâtre Populaire Roman, qui nous a accueillis. Et ensuite, on est allé jouer en Belgique et maintenant, on joue en France les 2 pièces. Voilà, on serait ravis de revenir en Suisse. Ça, c'est vraiment un vœu qu'on a, de revenir en Suisse pour jouer cette pièce qui a commencé en Suisse, en fait. Dans un bastion anarchiste, en plus. En plus, oui. Historique. Oui. Barbara Stiegler, merci pour cet entretien. Merci beaucoup.